قولي ويانا وفاني مانيس قولي ويانا وفاني مانيس ودرت لها تغيظ الخاطر. Azul, bonsoir. Merci d'abord de votre présence. Et nous accueillons Areski Rouas qui va nous parler de la notion d'identité, donc dans berbère en particulier. L'identité berbère a fait partie, c'était un point essentiel de sa thèse de doctorat, soutenue à l'Université Paris 7. Donc, avant de lui céder la parole, je vous invite à éteindre votre portable pour ne pas interférer dans la conférence. Et Areski, à toi la parole. Merci. Voilà, donc l'objet de cette conférence, donc elle va être traitée en deux parties. Une première partie que moi je vais situer essentiellement sur le plan de la recherche scientifique, donc sur le plan purement théorique. Comme vient de le dire Omar, la question identitaire a fait l'objet de ma thèse de doctorat en 88 et j'ai pris la question identitaire comme objet de recherche à travers essentiellement la chanson kabyle comme objet d'étude. Donc la question de l'identité, quand on parle d'identité, elle a toujours été et elle demeure encore toujours abordée, envisagée dans une perspective de rapport à l'autre, cet autre, qu'il soit individu ou qu'il soit groupe social. Donc c'est toujours dans un rapport à l'autre que l'on se définit. Sans l'autre, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de processus d'identification. Et les premières études consacrées à cette thématique de l'identité, elles ont démarré aux États-Unis dans les années 20-30. Elles ont été étudiées sous plusieurs perspectives, mais dans l'ensemble de ce corpus d'études scientifiques, il y a trois grands courants qui se déterminent, qui se dégagent. Il y a une perspective essentiellement théorique qui a été étudiée et abordée à travers les rapports de domination entre groupes. La deuxième perspective, elle a été menée dans une perspective de recherche de la similitude. On recherche sa ressemblance dans nos appartenances aux différents groupes. Et la troisième perspective, c'est on recherche cette question d'identité dans un rapport, dans une perspective de recherche de notre différence par rapport à l'autre. Donc on va aborder un petit peu ces trois perspectives et on va commencer par la perspective qui se situe sur le plan théorique dans un rapport, dans une étude des rapports de domination entre groupes. Les études, les relations entre groupes sociaux conduisent souvent à des situations de conflit entre individus ou entre groupes sociaux. Pourquoi ces conflits? Parce que dans nos rapports à l'autre, souvent on considère que l'autre, on le considère comme étant inférieur à nous. Et c'est ce processus de distinction, de désignation de l'autre comme étant inférieur à nous, qui va créer le conflit entre les groupes. Et ça a été étudié essentiellement sous les rapports de domination, de discrimination entre deux groupes que l'on peut qualifier de groupes dominants et un groupe que je qualifierais de groupe ou minoritaire ou minorisé. Je préfère plutôt le terme minorisé que minoritaire. Alors cette discrimination est souvent alimentée par l'idée que l'autre, donc l'élément discriminé ou l'élément dominé, est souvent considéré comme étant inférieur. Et le cas le plus comment dirais-je, le cas qui illustre le plus cette problématique, ça a été vu aux États-Unis dans les années 20, des années 30, dans les rapports de domination qu'il y a entre les Noirs et les Blancs.
Les premières études d'ailleurs de domination ont été consacrées à l'étude de ces deux groupes sociaux. Et on voit bien qu'il commence à se dessiner deux entités sociales, ce que j'appellerais l'in-group et l'out-group. L'in-group, c'est le groupe auquel j'appartiens, et l'out-group, c'est le groupe auquel je n'appartiens pas. Mais ça va aussi dans l'autre sens. Hein. Et on est toujours, compte tenu des divers groupes d'appartenance dans lesquels on évolue, toujours dans un rapport d'appartenance donc à l'un ou à l'autre groupe. Et ce marquage ou ce démarquage entre ces deux entités sociales s'appuie tout particulièrement sur un processus de destruction des particularismes culturels et linguistiques, historiques, et ce, parce que dans ces groupes-là, le groupe dominant, sachant dans sa tête que l'autre groupe qui ne fait pas partie de lui, il est inférieur, donc il va tout faire pour faire de telle sorte que les particularismes culturels, les particularismes linguistiques ou historiques du groupe minorisé ou infériorisé, il va tout faire pour les faire disparaître et par là même faire disparaître ce groupe d'un point de vue identitaire. Ce fut le cas en France, par exemple, pendant un certain temps. Il y a eu tout un processus qui a visé à faire disparaître les langues occitanes, bretonnes. Donc il y a eu tout ce processus-là. Et chez nous, dans les pays du Maghreb, il y a aussi tout un processus qui a visé à minoriser les sociétés ou le groupe berbère ou berbérophone, qui a été considéré politiquement comme minorisé. Et ceci, on le retrouve, si vous voulez, à deux niveaux différents sur le plan historique. Dans un premier temps, face à la colonisation française, le groupe dominant, donc le groupe colonisateur, a imposé un triptyque État français, christianisme, langue française. Le mouvement national algérien, dans sa prise de conscience du risque de perte de son identité, de ses particularismes culturels, de son histoire, a opposé un triptyque qui consistait en trois entités: État algérien, religion musulmane et langue arabe. C'est toujours donc par rapport à cette perte de repères identitaires, par rapport à cette perte de particularisme culturel, qui a eu cette manifestation de sa différence. Donc face à cette menace de perte de repères identitaires, culturels et historiques, donc il y a une réaction de défense, et cette réaction de défense va se manifester par une recherche de sa visibilité sociale, de sa différence sociale et de sa reconnaissance de sa différence et de ce qui constitue son particularisme culturel. Et le conflit éclate donc entre les deux groupes sociaux lorsque le groupe subordonné, donc le groupe infériorisé ou le groupe minorisé, sent qu'il y a une menace de perte de ses repères identitaires, culturels ou historiques. On est dans le cas qui nous concerne, ceci s'est traduit de façon très très claire à partir des années 70, quand il y a eu une prise de conscience de cette politique d'uniformisation et d'arabisation. Donc je reviendrai après un peu plus tard là-dessus. Donc le cas du printemps berbère, donc le mouvement, ce qui a animé sa prise de conscience, c'est justement cette crainte de perte d'identité. Et pardon. La spécificité, donc le groupe, le mouvement berbère dans les années 80 a eu comme processus de revendication de sa spécificité, de ses particularismes identitaires, parce qu'il sentait qu'il y avait une menace de perte de sa spécificité. Et
dans ce problème-là, ce qui se passe, c'est que on va aborder donc cette question de la revendication sous deux aspects. Soit on recherche sa similitude au groupe, soit on recherche sa différence. Quand on recherche donc la question identitaire, quand on l'aborde sous l'angle de la recherche de la similitude, c'est parce que quand on recherche la similitude dans son appartenance aux différents groupes, l'individu qui recherche cette similitude-là, il la recherche parce que ça le rassure, comme faisant partie du groupe. Et le groupe social, il accepte cette recherche de similitude parce que, comme étant l'élément, c'est le groupe qui définit les valeurs, qui définit les normes, le fait que l'individu recherche la similitude aux différents membres de son groupe d'appartenance, ça rassure le groupe et ça le conforte parce que ses valeurs et ses règles ne sont pas remises en cause par l'individu. Toutes ces recherches insistent sur le fait que dans nos différents groupes d'appartenance, la recherche de la similitude va fonctionner comme un symbole d'homogénéité dans le groupe, mais aussi d'équilibre du groupe, qu'il soit famille, qu'il soit une entreprise, qu'il soit groupe de musique, ou qu'il soit groupe de foot, ou quel soit le groupe social auquel on appartient. Ainsi, pour permettre au groupe d'assurer sa continuité et sa cohésion, les différents individus qui le composent manifestent à son égard un respect des codes, des normes et des valeurs que le groupe incarne. Ce respect des normes et des codes va favoriser l'homogénéité et la pérennité du groupe. Le groupe social, on le voit bien dans ce cadre de configuration de la recherche de la similitude, le groupe social, il va primer sur l'individu. Parce que c'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe le mode de fonctionnement. L'individu se sent rassuré car il est accepté par le groupe, et le groupe se sent aussi rassuré parce que son contrôle sur le groupe, son contrôle social, il n'est pas remis en cause. Mais ça, c'est dans la réalité, dans la vie de tous les jours, la réalité n'est pas aussi simple que ça, parce qu'en tant qu'individu, on a aussi besoin dans notre mode de fonctionnement, dans notre rapport à l'autre, de notre propre visibilité sociale. On a besoin d'une reconnaissance sociale de la part du groupe. Et on a besoin aussi de se différencier dans le groupe même de notre appartenance aux différents éléments qui le composent. D'où la deuxième phase où l'individu, il cherche d'une part, donc dans un premier temps, il a cherché à se ressembler, hein, et s'il y a une maxime qui peut définir ça, ça serait qui s'assemble se ressemble. Hein, on est un petit peu dans ce cadre-là. Mais l'individu, il a aussi besoin, pour évoluer, pour son propre équilibre personnel, il a besoin aussi de se sentir différent. D'où sa recherche dans un deuxième temps, il va rechercher par rapport aux différents groupes d'appartenance, par rapport aux différents membres de ces groupes d'appartenance, qu'ils soient clubs de foot, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient groupe familial, il va aussi rechercher à se différencier. Et cette recherche de la différence, c'est parce qu'il y a chez l'individu un besoin de se singulariser, un besoin d'être lui-même et de se définir aussi différent par rapport aux différents membres composant le groupe ou les différents groupes sociaux. Il va donc à la quête de ce qui peut le différencier de l'autre, qu'il soit individu ou qu'il soit groupe. Ainsi va paraître donc le deuxième courant, donc la recherche de la différence. Et dans cette recherche de la différence, ce qui va déterminer, c'est justement le fait que dans le même groupe d'appartenance, nous sommes tous différents. On est différents par la taille, on est différents par la couleur, on est différents par le poids, on est différents par le rôle social que l'on occupe dans nos différents groupes d'appartenance. C'est pour ça que la définition de l'identité, c'est quelque chose de très très composite. Et en fait, on appartient à plusieurs groupes. Et on peut se définir selon plusieurs critères et plusieurs valeurs.
Et ce qui est important par rapport, quand on étudie ces deux perspectives, c'est de voir dans quelle mesure va se manifester ou la recherche de la similitude ou la recherche de la différence. Et pour l'un des grands sociologues qui a travaillé sur la question, lui, en termes de catégorisation sociale, ce qu'il importe pour lui, c'est les valeurs sociales animées ou imposées par les différents groupes. C'est tout cela qui va déterminer cette recherche de différence. Et un autre chercheur qui s'appelle Gérard Lemann, lui, il ne parle pas de différence, il parle de la recherche. Quand il y a comparaison entre les groupes, il dit le groupe dominé va chercher dans sa relation à l'autre sur quels critères il va devenir ou il va se sentir comme incomparable. Et cette recherche d'incomparabilité, elle se situe, ou elle est déterminée par le fait que dans les groupes sociaux, on est souvent dans une relation aussi de compétition. Quand on est dans une relation de compétition, eh ben, on n'a pas tous forcément les mêmes moyens dans les groupes. Donc du coup, le groupe minorisé ou le groupe défavorisé, lui, il va chercher dans un premier temps à se rendre opaque au regard de l'autre, et cette opacité va lui permettre de pouvoir déterminer des stratégies qui vont le rendre incomparable par rapport au groupe dominant. Et le fait de rechercher cette incomparabilité, le sociologue Gérard Lemann, lui, il la qualifie, cette incomparabilité, il cherche, l'individu, il va chercher quelque part son originalité par rapport au groupe qui l'entoure. Et c'est ce sentiment d'infériorité qui va pousser l'individu à rechercher cette originalité sociale, qui va rechercher à tout prix à trouver des critères qui vont faire de telle sorte qu'il va se sentir différent de l'autre. Et parfois, dans cette recherche de comparaison ou d'incomparabilité sociale, l'individu va chercher aussi, sachant qu'il est dans une situation de minorité ou de minorisation, il va chercher à trouver des stratégies de compensation. Et cette stratégie de compensation par rapport à l'autre, elle va l'amener à mettre en place des critères de différenciation que l'on ne trouve pas dans le groupe d'en face. Et cette comparaison ou cette compensation sociale, s'il y a une expression qui me permet de la faire voir ou de la montrer, voilà. Chez nous, il y a une expression en arabe qui dit El khanfous عند مغزل. Le hanoton, je ne sais pas qui s'entend, le hanoton chez sa mère est une gazelle. Hein. Donc, on trouve. Et il y a aussi une expression chez Pharaon. Pharaon, quand il parle des poteries de sa tante, quand il parle de Khaltis, il dit les poteries de Khalti, elles sortent de l'ordinaire, elles sont bien meilleures de toutes les autres femmes qui font les poteries. Toutes les poteries ne peuvent pas égaler celles de ma tante. Et il y a une expression kabyle chez nous qui parle un petit peu de tout ça et qui dit, c'est lors d'une fête, hein, il y a la mariée qui se présente, puis commence à lui faire des louanges, et puis il y a une dame qui lui dit tout ce qui nous appartient, c'est quelque chose que l'on valorise plus que ce qui ne nous appartient pas. C'est tous ces éléments-là. Hein, donc l'individu, on est constamment dans un va-et-vient permanent entre une recherche de ce qui peut nous rapprocher de l'autre, mais en même temps, on est
cette expression en même temps, elle est courante actuellement, elle est utilisée de façon régulière, on l'entend partout. Donc il recherche et sa similitude au groupe, aux éléments du groupe, mais il cherche en même temps à se différencier. La conclusion, c'est celle-là, c'est que dans nos différents groupes d'appartenance, on est amené en permanence à chercher sa ressemblance, à chercher sa similitude à l'autre, mais on est aussi amené à chercher sa différence. Est-ce que l'élément déclencheur de cette recherche de la différence, elle se situe, si je reprends là pour resituer un petit peu le contexte de l'identité ou de la recherche identitaire kabyle, elle se situe essentiellement, ou elle s'est située à un moment où la population, moi je ne parle pas de population berbère parce que je préfère parler de population berbérophone, c'est au moment où la population berbérophone en Algérie a senti qu'il y avait un danger permanent de perte de son histoire, de ses particularismes. Et il y a deux éléments au niveau historique. Il y a les événements des années 20, hein, quand le MNA est né, et la première crise qu'il y a eu au sein du mouvement national, elle a opposé les berbérophones ou les berbéristes aux arabophones. Les berbérophones qui œuvraient pour une Algérie riche de sa diversité, une identité algérienne complexe et composite, hein, parce que c'est notre histoire. On a de la culture juive, on a de la culture chrétienne, on a de la culture arabe, musulmane, il y a de tout. L'identité algérienne, c'est quelque chose de très complexe et de très composite. Et on a les arabophones, hein, qui ont, eux, opté pour la trilogie de Ben Badis, hein, l'État algérien, la religion musulmane et la langue arabe. Et en 62, la politique culturelle de l'État algérien, des gouvernants, a consisté en une politique d'uniformisation sociale. Le pouvoir a cherché à uniformiser sur le plan culturel, sur le plan linguistique, et il a mis de côté, il a minorisé le fait berbère dans sa globalité, que ce soit sur le plan historique avec une négation totale de l'histoire des berbères, que ce soit sur le plan culturel et linguistique, où le groupe berbérophone que l'on peut considérer, et à juste titre, comme étant le groupe majoritaire, la politique culturelle et la politique officielle l'a minorisé et a mis en place le groupe arabophone comme groupe de référence majeur. Et cette politique d'uniformisation, elle s'est tablée sur deux aspects fondamentaux. En 1976, à partir de 1976, l'État algérien s'est attaqué à tout ce qui consistait il a mis sous scellé le fichier de documentation berbère, il a interdit le seul enseignement qui existait à l'université d'Alger et animé par le feu Mouloud Mamri. Donc il s'est attaqué dans un premier temps à l'aspect écrit de la culture et de l'identité. Et petit à petit, il a commencé à s'attaquer à tout ce qui représentait l'oralité, avec l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri, l'interdiction des artistes kabyles dans les manifestations, la réduction du temps d'émission de la radio kabyle et l'interdiction de la radio kabyle ici à Paris. Donc on voit bien, hein, il y a eu deux aspects, deux phases sur le plan stratégique. Une phase d'uniformisation de la culture autour de l'arabisation. Et moi, ce que j'aime bien, il y a une expression de Kateb Yassine qui dit si l'Algérie était arabe, quelle est la raison qu'on ait pour l'arabiser? Et s'il ne l'était pas, pourquoi l'arabiser? Hein, donc ça, on est vraiment et c'est cette menace-là, à partir des années 70, le peuple, par le biais des intellectuels et par le biais notamment des artistes, il y a eu une prise de conscience de risque de perte identitaire, d'où manifestation, d'où naissance du mouvement berbère de 80 et donc de la revendication identitaire menée notamment par le groupe, par les berbérophones de Kabylie. Voilà, je m'arrête là. Merci.
merci à Eski pour ses éclaircissements théoriques et cette distinction entre l'identité collective et l'identité individuelle et le rapport entre les deux acceptions de l'identité. Pour ma part, je vais essayer de rentrer dans une autre analyse qui serait plus collée à la réalité des choses. Je lisais tout récemment, d'ailleurs pour préparer un peu cette conférence, un dossier publié par la revue qui s'appelle L'Occident musulman et Méditerranée dans son numéro 44 de 1987. Le thème était de ce dossier, le thème était berbère, identité en construction. En construction. Je m'arrête sur le mot en construction. En construction, cela suppose que le chantier de la construction de l'identité a été lancé. C'est comme ça que, après réflexion, je me suis rendu compte que l'expression construction n'était pas la plus appropriée. Je dirais plutôt à construire. Pourquoi à construire? Si nous faisons aujourd'hui l'inventaire ou le constat de l'identité berbère aujourd'hui, que trouverons-nous? On va trouver une langue parlée qui est partagée par un plus grand nombre, du moins par les berbères, que ce soit au Maroc, en Tunisie. On estime à 45-50 millions. Bien, une langue écrite qui est tolérée, mais on ne voit rien, un embryon devant l'école arabe. Pas de récit historique qui raconte l'histoire des Berbères. Pas de territoire défini juridiquement, mais juste un territoire défini linguistiquement. En construction veut dire, si je dis à construire, ça veut dire je dois prendre la langue, l'histoire et ce territoire et les combiner de telle sorte à façonner une identité pérenne, quelque chose de nouveau. Pour combiner ces trois éléments et leur permettre à chacun de contribuer à enrichir l'autre, c'est-à-dire la langue va enrichir l'histoire va enrichir la langue, l'histoire va enrichir le territoire. Donc c'est cette combinaison entre ces trois dimensions qui sont dans l'inventaire qui vont permettre à créer un tout cohérent. C'est ça à construire. Mais comme dirait Mouloud Mamri, pour arriver à construire ce tout cohérent, ou interpénétration de la langue, interpénétration de récits historiques, interpénétration de territoire, il faut un pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de pouvoir, on ne peut pas construire cette interpénétration. C'est-à-dire qu'il faut une politique, un pouvoir, une autonomie politique pour les développer et les renforcer. Un autre point. Donc si cette identité existe, l'identité, est-ce que ce sont les structures tribales qu'on avait autrefois? L'identité n'est pas forcément ces structures tribales qui ont été décrites jadis par Bourdieu ou aussi par Mouloud Ferraoun. Ces structures tribales dans lesquelles l'organisation politique et sociale de la Kabylie est basée sur la solidarité, sur l'économie solidaire, elle est basée sur le droit coutumier. Tous deux présentent le village kabyle comme dominé par une tradition très rigoureuse, des règles dures qui régissent la vie communautaire et qui doivent être appliquées par les villageois sous peine d'être mis en quarantaine ou excommuniés. Ce monde n'a pas, s'il n'a pas totalement disparu, il n'existe plus avec la même force avec laquelle il existait dans les années 50 ou dans le 19e siècle. Il n'existe plus avec la même force. La tribu n'est plus ce qu'elle était
la famille restreinte devient de plus en plus la norme et gère l'avenir des enfants, la grande orientation des enfants. L'assemblée villageoise d'Ajmat n'est plus l'instance suprême où tout se décidait. Le mariage imposé a cédé le pas devant le mariage arrangé et parfois le mariage d'amour. Imaginez, l'endogamie, le mariage entre cousin-cousine, il a bien baissé. Les facteurs du changement, de ces changements, sont la mobilité des populations berbères, les canaux de production des valeurs aussi, l'école imposée, les médias, les pairs, les réseaux, la complexification de la société contemporaine, industrielle, et maintenant le numérique qui va transformer encore plus la société. Donc les sociétés bougent. Ces changements ont amené la liberté individuelle qui a affaibli l'autorité du groupe. Elle permet de développer l'identité individuelle, le jeu, c'est-à-dire l'identité personnelle. Est-ce que ces changements ont altéré l'identité berbère? Est-ce que ces changements ont altéré l'identité berbère? Je répondrai que non. Parce que, comme dirait Karl Popper, c'est un épistémologue autrichien, ces changements sont le lot de la société ouverte. Des éléments de base qui constituent l'identité berbère, ils sont toujours là, à savoir la langue, l'histoire et le territoire. La véritable menace sur l'identité berbère, le plus dangereux pour l'identité berbère, ce sont les forces qui veulent la frapper dans les éléments de base, à savoir la langue, le récit, l'histoire. Comme je me répète un peu, mais c'est sur ces trois éléments qu'il faut bâtir l'identité moderne. La combinaison de ces éléments qui va donner naissance à une identité forte. À travers l'histoire, on a vu les Berbères ont toujours défendu leur identité. Ils voulaient l'islam, pas l'arabe. Les Berraouta, j'en ai parlé la semaine dernière au Maroc, au 8e siècle, du 8e jusqu'au 2e siècle, pour se maintenir devant la poussée de l'islam et l'arabité, ont traduit le Coran à la mazérité. Ils ont traduit le Coran. Et accomplissaient le culte, qui était un syncrétisme entre l'islam et le judaïsme. Les descendants de cette tribu aujourd'hui, c'est les Doukala, ils sont totalement arabisés. Donc on voit le truc. En Algérie, on a eu les Kaitradi, les Naït Abbas, ont formé à partir du XVIe siècle un pouvoir autonome. La résistance au pouvoir se faisait sur la base de références d'identité kabyle. Pas autre chose, ils se faisaient. Et pourtant, leurs lettrés étaient tous arabisants. Et le savoir religieux ainsi que le profane passait par l'arabe. Soulevez le côté un peu saugrenu de la question, vous-même. Sous le colonialisme français, ils se sont battus pour l'indépendance de l'Algérie, ils ont formé, même ils étaient les plus grands nationalistes. Mais ils ont été écartés des instances dirigeantes quand ils revendiquaient l'algérianité de l'Algérie et dans l'arabité. Il y a eu même une pratique étrange chez les Berbères. J'ai eu cette discussion avec Ben Mohamed la dernière fois. Ils étaient majoritaires dans le mouvement nationaliste, mais ils ont mis un arabe à la tête de leur mouvement. Et bien je vais te dire pourquoi. Cette situation, elle n'est pas nouvelle. Elle a souvent existé. Dès le 7e siècle, ils ont choisi Idriss Ier au Maroc. Ils l'ont mis à la tête de l'État. C'était un arabe qui venait d'Arabie. Ils ont mis à la tête. La tribu de Kodama, qui est une tribu donc de la Kabylie, vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont intronisé les Fatimides à la tête du pouvoir. Mais au lieu de le prendre et de construire un État avec eux, ils étaient plus puissants que les Fatimides. Mais ils ont fait tout pour mettre les Fatimides, un groupe qui est arrivé. Ils l'ont mis à la tête de l'État. Deux hypothèses. Soit les Berbères se font un complexe vis-à-vis de l'arabe, langue du Coran, et qu'ils ne sont pas, ou ils ne sont pas foutus de s'entendre entre eux, en raison de leur structure tribale. Je fais ces deux hypothèses. On préfère
on préfère l'étranger, l'arabe, et pas l'enfant du village, même s'il est compétent. À méditer vraiment, à méditer. Sinon l'histoire, si on ne comprend pas, sinon l'histoire se répétera. Car les facteurs qui ont contribué à la déchéance historique et à la dilution des berbères historiques sont toujours présents. La dilution historique a eu lieu. Pour l'arrêter, il faut s'entendre un minimum et dépasser l'esprit villageois et l'appartenance tribale qui demeure toujours assez vivante. Aujourd'hui, le véritable contre l'identité berbère menace vient de l'État national, comme on l'a vu. Pourquoi? Parce que cette menace est systémique. Elle est systémique et obéit à une planification. L'école joue un rôle déterminant dans la déconstruction des éléments qui constituent le fondement de l'identité berbère. Pourquoi l'école? Parce que l'école, il y a un livre. Et un livre, c'est l'identité nationale, c'est l'éducation nationale. Sans le livre, il n'y a pas d'éducation nationale. Donc quand on fournit un livre, on est absolument certain qu'on peut obtenir quelque chose. Donc le livre est une menace horrible. Alors, les constantes, mais on a parlé de ces constantes. Les constantes de l'identité berbère. Les constantes, ce sont les éléments solides qui seront toujours là pour accompagner l'évolution de la société. Le premier point, c'est la langue. La langue tamazight. On a vu à travers l'histoire, le berbère a joué un rôle de fixation de cette identité. Elle a été le garant d'une identité collective, parce qu'elle est le lieu par excellence où se forge le symbolique identitaire, c'est-à-dire le mythe, le rituel, le rêve, le récit initiatique, la poésie, etc. Elle est la seule à pouvoir véhiculer le génie berbère. C'est pas qu'ils sont géniaux, mais le génie, au sens où c'est cette force qui peut caractériser un peuple, le génie berbère dans son processus de création. Parce qu'elle met en adéquation l'impensé, l'imaginaire culturel et leur verbalisation langagière. On peut écrire en français ou en arabe, mais je pense qu'il manquera toujours quelque chose pour traduire une émotion issue des tréfonds de la montagne de l'Atlas ou du Jura. Il manquera toujours quelque chose pour traduire un sentiment. Mais la langue telle qu'elle est parlée aujourd'hui a-t-elle la force de porter une culture affirmée? Certainement non. Certainement non. Pour cela, il faut que l'écrit se développe davantage parmi la population. Et cet écrit doit s'enrichir davantage et développer des concepts. Les concepts sont importants pour porter des abstractions et des représentations intellectuelles. Parce qu'une langue parlée ne pourra pas le faire. C'est ça justement le travail d'organisme académique, et cela renvoie à l'existence d'une autonomie politique pour continuer ce projet. S'il n'y a pas une autonomie, s'il n'y a pas une structure politique pour décider de faire des choses, eh ben, on ne peut pas construire une identité complexe. L'importance de la langue est telle dans l'identité berbère que les États nationaux, au Maghreb, ont compris qu'il fallait s'attaquer à elle pour affaiblir les berbères dès le départ. La langue est devenue très vite un enjeu de pouvoir et donc un objet de conflit. Il fallait s'opposer à son développement et à son enseignement. Deuxième point, l'histoire. L'histoire est ce lien important qui lie les populations avec le passé. Un lien qui enrichit le présent et qui fixe dans l'imaginaire culturel des faits et des images. C'est important. Il manque aux Berbères un récit historique. Je ne dirais pas un récit national. Un récit qui raconte leur histoire à eux, antique et récente, avec des personnalités et des héros. Les enfants berbères grandissent aujourd'hui dans des références historiques qui ne sont pas celles de leurs ancêtres, ne sont pas les leurs. Ce récit n'existe pas. Il faut l'extraire de l'histoire et construire et l'écrire et le présenter à la jeunesse.
ce récit jouera un rôle de fixation de la majorité dans les esprits. Sans ce point de fixation, l'identité demeurera fragile, comme disait Mouloud Mamri. Dans un environnement dominé par la culture voulue par l'État national, elle restera fragile, elle restera une proie facile. Cette histoire est à faire et à écrire. Une histoire dans laquelle les Berbères est racontée par lui-même et non par les autres, romains ou arabes. Il faut mettre le Berbère au centre de l'histoire. Ainsi entendu, elle sera fondamentale dans la construction de l'identité moderne et complexe. Parce qu'on n'est pas dans une identité complexe aujourd'hui. On est juste dans des éléments d'identité. Troisième point, le territoire. Le territoire des Berbères aujourd'hui est défini linguistiquement et pas juridiquement, ça on le sait. Mais la langue, comme la personne, j'ai dit, est un territoire. Ce territoire a une identité. Il est une source aussi de la définition de l'identité. Un territoire qui a permis aux Berbères de gérer leur propre continuité et de conserver une cohérence. On peut parler d'identité du territoire, notre territoire. Le territoire a une identité spécifique, différente des autres. Et on peut parler aussi d'une identité par le territoire. Le territoire définit et contribue à la définition de l'identité. L'identité par le territoire est la contribution des lieux, de l'espace, à la formation de l'identité collective et culturelle. La montagne est la flûte berbère. J'ai écouté y dire. La montagne a fait la flûte et sa mélodie. La flûte d'Idir d'un milieu est un reflet de la montagne, de l'écho de cette montagne. Elle ne vient pas de nulle part, cette flûte-là, quand vous l'écoutez. C'est vraiment, vous écoutez la flûte des ondes, et bien c'est pareil, c'est la cordillère des ondes, on a la montagne qui réagit. Dans la flûte d'Idir, vous avez vraiment l'écho de la montagne. Vous voyez comment la contribution se fait entre l'espace et l'identité, la construction de l'identité. Car les lieux ne sont jamais de simples points géographiques, mais ils ont un rôle identitaire majeur. Comme le souligne, j'aimais bien ce travail de Michel Belgueda, c'est une professeure à l'Université de Genève. Donc les montagnes berbères ont joué un rôle dans le maintien des Berbères, ça c'est connu. Les nomades ou les bédouins sont beaucoup moins attachés à un territoire précis. Ils ne sont pas façonnés par un espace précis. Mais depuis quand les Berbères ont-ils eu conscience de l'existence d'un territoire, de la notion du territoire? Est-ce que les Berbères ont toujours eu d'un espace grand, géographiquement défini? Jusque-là, je pense qu'on se considérait davantage d'un village, d'une tribu qui a son espace. Mais on n'allait pas au-delà de ces... On peut parler des pays des Kabyles, mais on était plus délimité et défini par son appartenance à un territoire, le territoire de la tribu ou Bien, le territoire traditionnel et légitime d'un berbère était le territoire de son village et de sa tribu par extension. Le territoire kabyle ou chlouh est à construire et n'existe pas encore dans le sens d'un espace délimité sur lequel un groupe peut exercer son autorité. Actuellement, le territoire des Berbères, comme je l'ai dit, il est loin d'être défini. Il est plus défini par la langue. Ce territoire, il est défini historiquement aussi. Mais l'histoire ne définit pas très bien les espaces avec précision. Le territoire des Berbères a besoin aujourd'hui d'une grande réflexion et non d'un tracé difficile à mettre en place. Il sera contesté. Ça va être compliqué. Donc on a besoin d'une grande réflexion sur la notion même de territoire. Le quatrième point, et j'aurai fini, le quatrième point, c'est les biens immatériels. Le bien, ce que c'est les biens immatériels? On entend par biens immatériels les pratiques, ce sont les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances, les savoir-faire, ainsi que les instruments, les objets, et tout ce qui est associé. Là, ce sont les biens immatériels, et parfois les pouvoirs, et parfois
abusent en essayant de toucher, porter atteinte à ces biens immatériels. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de toucher à ce qui constitue une partie essentielle de cette identité berbère. Et je l'ai dit, je le répète la dernière fois, la révolte du Rif, ce n'était pas forcément la révolte du pain, ou du salaire, ou des investissements, c'est parce que le pouvoir, dans sa lancée, a porté atteinte à ces biens immatériels. Je ne vais pas tarder, mais pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, les Berbères sont le produit d'une longue histoire. Ils ont subi une grande érosion à travers l'histoire, parfois acceptée consciemment, parfois imposée par les forces et les cultures plus dynamiques. Leur construction tant souhaitée ne doit pas se faire dans la négation de l'histoire qui les a faites. Elle doit se faire avec toutes les étapes qui ont constitué les Berbères. Le génie, beaucoup de Berbères n'aiment pas l'arabe, jugé comme la source de leur malheur et de leur dilution. Ils ne l'aiment pas, ils le considèrent. Mais cette langue a pénétré aujourd'hui, la langue berbère. Difficile de l'épurer aujourd'hui. Difficile d'épurer la langue berbère et faire une langue académique pure. Le berbère contient... C'est ainsi que se forment les langues. L'anglais est truffé de mots de français, introduits au XVIIIe siècle. Les Anglais les ont gardés, malgré le peu de sympathie que portent les uns pour les autres. Ben, le plus important est de sortir un jour une identité forte et confirmée, avec une combinaison de ces constantes. Une identité dans laquelle les gens vont chercher le plus normalement possible un document administratif en tamazigh, lire un livre le plus normalement possible en kabyle, tenir un cours de philosophie avec une langue riche en concepts, se mouvoir dans un territoire avec l'impression que les mêmes dessins unissent les individus, etc. Une identité forte dans un espace géographique autonome n'est pas une atteinte à l'unité d'un pays dans un régime démocratique. Il est plutôt une richesse. Alors vite la démocratie et la reconnaissance de la liberté individuelle pour pouvoir faire plein de choses. Dans le cas contraire, le discours de revendication des Berbères se poursuivra et pourra prendre des formes désagréables. Merci.